le chemin pour aller chercher des clients, j'en ai utilisé plusieurs. Ok. Avec au départ des convictions qui m'ont amené à pas trouver grand monde. On voit bien de toute façon sur les posts que je fais sur LinkedIn qui ont des retours, bon, tu sais comment ça marche avec les republications, les likes, les commentaires, etc. Et ceux qui relike, qui republient, etc., des fois je leur passe un petit coup de fil et je leur demande justement comment ça se passe pour eux, qu'est-ce qui va bien chez eux, c'est comment l'ambiance au travail, comment ils font pour travailler tous ensemble, est-ce qu'il y a de l'intelligence collective en place, et en fait c'est comme ça que je prends des contrats. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Dans ce nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités, nous recevons Frédéric Boger qui a plongé dans le monde de l'entrepreneuriat il y a 3 ans après une carrière dans l'industrie. Frédéric partage son parcours, passant de chargé d'affaires dans les travaux publics à fondateur de Ondoan Shape Your Team, une entreprise spécialisée dans le coaching d'équipe et l'intelligence collective. Dans la première partie du podcast, il va nous partager son cheminement professionnel. Il décrit avec passion son expérience dans la gestion de projets de réseaux souterrains, ses réflexions sur la prise de décision dans l'industrie et ce qui l'a finalement poussé à créer sa propre entreprise. Nous discuterons également de la transition de Frédéric vers l'entrepreneuriat en mettant l'accent sur ses stratégies pour trouver des clients. Il partage l'importance de s'entourer d'un réseau solide et de participer à des salons pour rencontrer des prospects. Frédéric souligne l'efficacité de la prescription et de LinkedIn pour établir des relations professionnelles durables. Grâce à des collaborations avec des partenaires stratégiques, il a su développer son activité tout en attirant de nouveaux clients. Enfin, Frédéric met l'accent sur la prise de décision collective et l'impact des relations humaines dans le succès d'une entreprise. Cet épisode est une véritable plongée dans l'univers de la construction d'équipes saines et performantes. Eh ben bonjour Frédéric. Salut Aurélien. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Ouais. Oui. Merci de nous accueillir en tout cas dans un lieu où je pense qu'il passe pas mal de temps. Effectivement, ouais, c'est un petit lieu de rencontre et c'est là aussi où on fait un petit peu de musique avec un ami. Ouais. C'est là aussi où je range quelques planches pour aller surfer. Et petit à petit, ça en est devenu un petit endroit aussi où on discute. Et voilà, c'est intéressant de faire ça ici. Ouais, non, c'est cool. Puis il y a une très bonne acoustique, donc c'est cool. ça rend bien, je suis assez content. Donc voilà, bienvenue dans l'Odyssée des opportunités, le podcast que j'ai lancé. Tu es donc la troisième personne à passer dans ce podcast. Je suis assez content. On a déjà fait quelques trucs ensemble et je sais que tu as un parcours super intéressant, donc c'est pour ça aussi que je voulais que tu passes dans l'émission. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Donc on commence avec la première partie de ce podcast. Est-ce que tu peux déjà présenter qui tu es et ton entreprise dans un premier temps ? Oui, donc moi je m'appelle Frédéric Boger, j'ai 45 ans aujourd'hui, ouais. Tu vois. J'ai démarré l'entrepreneuriat il y a 3 ans environ. Avant j'étais sur la route, j'étais chargé d'affaires
pour de la prescription dans l'industrie, dans la plasturgie, où je m'occupais de chantiers pour les travaux publics sur un quart de la France environ. Et c'était déjà un métier en fait où tu es un petit peu tout seul, mine de rien, et tu as une équipe derrière qui est constituée de diverses personnes, mais que tu n'as pas tous les jours avec toi, tu ne les croises pas dans le bureau, etc. Donc le côté solitaire, je le connaissais déjà. Ouais, bien sûr. Et à aujourd'hui, moi, l'entrepreneuriat, je le vois pas comme quelque chose de solo, tu vois, parce que bon, bah, nous, on se connaît. J'ai aussi Eric de New Wave, de l'agence web, qui me suit depuis le début. Bon, j'en suis déjà à mon deuxième comptable. Enfin, voilà, il y a des choses qui font que, enfin, voilà, le banquier fait partie prenante aussi de l'opération, etc. Donc, ce sont des gens avec qui je travaille, même s'ils sont pas dans l'entreprise. Donc, ça, je tiens à le souligner, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas s'attendre à être tout seul. On est souvent accompagné. Et le conseil que je donne, bah, c'est vraiment d'aller aussi au début dans des réseaux à droite à gauche pour se faire connaître et connaître d'autres personnes, puisque ça sera aussi une démarche qui va arriver derrière. Ça, de toute façon, on ira à la profondeur dans la deuxième partie, mais moi, je suis vraiment curieux de savoir qui toi tu es, tu vois. Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui va plutôt aller chercher des idées chez les autres, ce qui peut-être m'a amené naturellement vers le coaching, de pas se limiter à des croyances ou à des a priori, à juger les uns les autres, etc. Ouais, alors vraiment, là, l'idée, c'est vraiment vu parce que là, on parle directement du coaching, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise, qu'est-ce qui t'a amené... enfin, voilà, l'idée, on pourra parler de tout ça dans la deuxième partie. Là, l'idée, c'est vraiment de savoir toi, qui tu es, et vraiment, genre, ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant, bon, sans citer forcément les entreprises, mais qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta boîte. Et après, on aura tout le temps, justement, de parler des conseils, de tout ça, tu vois. Là, je veux vraiment m'intéresser à toi, tu vois. Alors, créer sa boîte, en fait, quand j'étais avant déjà sur la route, t'as l'impression d'avoir ta boîte dans la boîte. Parce que tu faisais quoi, justement? T'étais quoi? Moi, je faisais de la prescription et chargé d'affaires. Donc, on monte des dossiers avec des appels d'offres publics pour des chantiers. Alors, pour le coup, j'ai fait des réseaux d'eau potable, des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau pluviale pour éviter les inondations. Voilà, on fait tout type de réseaux souterrains, ce qu'on appelle des réseaux humides. En fait, dans le milieu, le jargon, c'est les réseaux humides. Il y en a qui s'occupent des réseaux secs pour tout ce qui est plutôt électricité, fibres, etc. Donc nous, c'est des réseaux humides, mais pour ça, il faut qu'il y ait plein de gens qui se mettent d'accord les uns avec les autres. Donc il y a un donneur d'ordre qui va plutôt être une mairie, une collectivité ou une agglomération, etc. Après, tu as quelqu'un qui va exploiter ces réseaux d'eau. Donc peut-être que tu connais des gens de chez Suez, Veolia, etc., la SOR, enfin bref, qui gèrent donc du coup ces réseaux-là, qui achètent et qui vendent de l'eau, on va dire. Et derrière ça, faut des gens qui fassent des études pour dire, pour amener de l'eau d'un point A à d'un point B, il va falloir des matériaux, des engins, des machines, des hommes, etc. Donc moi, c'était mon métier, c'était avant de vendre un produit, en fait, il faut savoir à quoi il va servir, comment les gens vont s'en servir. Parce qu'on peut toujours acheter la meilleure piscine du monde, si elle n'est pas bien posée, on va dire qu'elle va fuir, et ça va être la faute du constructeur de piscine. Donc nous, c'est hors de question. Quand tu es un industriel, que ça coûte vraiment beaucoup de sous, tu embauches 300 ou 400 personnes derrière, il faut que ça fonctionne bien, quoi. Ce qui m'a amené, moi, à réfléchir à Ondoan, c'était qu'en industrie, en fait, il y a une prise de décision qui est encore, je vais pas dire à l'ancienne, mais très française. Voilà. Déjà, quand je vois dans les pays du Nord la manière dont les décisions sont prises, et sans parler aux États-Unis ou même au Canada, etc., où là il y a une concertation vraiment globale, ici on était encore vraiment en niveau descendant, quoi. Les idées, elles viennent du haut. On a beau avoir des idées de terrain et ramener ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est jamais pris en compte. Clairement. Et quand c'est pris en compte, c'est trop tard. C'est-à-dire que nous, on parlait d'appel d'offres publics. Mais le marché, une fois qu'il est passé, il est passé. Il ne va pas revenir deux fois. Quand on pose des réseaux d'eau, c'est pour au minimum 50 ans. Donc si on a loupé le coche, on l'a loupé. On ne va pas revenir dessus. Donc il faut vraiment aussi être sûr des prises de décision et de savoir les prendre rapidement. La troisième chose, c'est aussi admettre ses erreurs. Parce qu'admettre ses erreurs, pour nous, ça fait aussi partie de la confiance que tu as avec les uns et les autres. Donc là, on rentre un peu dans le relationnel. Et moi, j'étais quelqu'un de naturellement attiré par tout ce qui était relationnel, puisque ça ressortait dans plusieurs profils de personnalité,
quand tu passes des entretiens d'embauche ou même lors d'une carrière, en fait, on te refait passer des tests de personnalité pour voir un petit peu où est-ce que tu vas, où est-ce qu'on pourrait te mettre, peut-être d'autres postes ou d'autres profils de postes. Et voilà, petit à petit, moi, j'en suis arrivé à faire de la prescription, gérer des achats avec des gens comme Suez ou Veolia pour l'Europe. Mais juste parce que je m'entendais bien avec eux, en fait. Ouais, parce qu'il y avait une bonne relation Bien avec sûr. eux. La relation de confiance était là, mais c'est pas si difficile que ça à faire. En fait, la confiance, c'est de répondre à des mails, répondre au téléphone, être là à l'heure. Tu t'engages sur un rendez-vous, bah t'y vas, ou alors tu reçois on te dit qu'on te reçoit, bah tu reçois la personne ou elle te reçoit. Enfin, ça demande peu de choses en fait. Et derrière, après, il faut des compétences qualité. Où là, on va rentrer dans des savoir-faire où, industriellement parlant, ben, tu sais fabriquer tel ou tel produit parce que tu as des contrôles qualité derrière. Il y a des normes NF qui sont derrière. Même au-delà de la NF, il y a même des normes européennes, sachant que nous, on travaille le plastique. Donc, il y a des normes assez drastiques en matière de recyclage, etc. Tu as ta propre station de recyclage de PVC. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais. Quand j'ai quitté cet état d'esprit, c'est parce qu'en fait, il y a des usines qui étaient revendues à un moment donné, mais on ne savait même pas pourquoi en fait. Ouais. On dit du jour au lendemain, on va fermer telle usine. Donc il y en a qui sont repris par les uns, il y en a qui sont repris par les autres. Moi, ça me disait pas trop de continuer à faire ce genre de métier-là pour des gens comme ça en fait. Ouais, ok. Donc on m'a rappelé pour continuer, mais sur d'autres pays, j'ai dit non, mais même en France... Ouais, toi, t'étais plus du tout aligné avec tout ça, quoi. Bien, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, les gens, à un moment donné, quand tu fais de la prescription et que tu es sur 25 départements, on va dire que tu connais à peu près 700, 800 personnes qui appuient sur des boutons et qui font tourner la machine. Ouais. Et les gens, ils viennent t'acheter ton carnet de contact, en fait. Ils viennent pas trop pour ce que tu fais, pourquoi tu l'as fait, etc. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'être dans l'eau, dans quelque chose qui est naturel, qui, sans eau, on peut pas vivre. Tout simplement. Donc j'ai pu croiser des ingénieurs des fois qui étaient sur Toulouse, qui géraient des satellites, etc. Et on discutait parce qu'on faisait des tables lorsque j'allais en chambre d'hôte dormir ou quoi que ce soit. Donc on discutait de chacun de notre métier, etc. Et c'est vrai que relativement parlant, ils envoyaient des satellites dans le monde avec des études, des bacs plus 15 et j'en passe et des meilleurs. Et moi j'avais un BTS, mais par contre, avec ce que je faisais, on pouvait avoir de l'eau en tournant le robinet, quoi. Ouais, il y avait un vrai intérêt. Donc moi, cet intérêt-là, je l'avais. Ouais. Je l'avais. Les gens, l'assainissement, ils s'en fichent. Ils tirent sur une chasse d'eau et puis ils s'en fichent à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Si on se rend compte que l'assainissement, ça a servi pendant une période de l'histoire à éradiquer la peste, ça prend du sens. Ouais. C'est que sans assainissement aujourd'hui, on serait tous malades, on serait tous morts à 40 ans. Oui, ça, on l'a un peu oublié, on l'a un peu mis aux oubliettes, alors que c'est un réel intérêt, que ce soit en termes de santé, de bien-être. C'est ça. Et en termes de gestion des eaux pluviales, d'inondation, eh bien, il faut savoir que le Pays Basque, notamment, est l'un des pays les plus équipés de France en termes de gestion pour pas avoir d'inondation, en fait. Ah ouais, je savais pas, tu vois. Voilà. Donc, on a beau dire, voilà, parce qu'ici, quand il pleut beaucoup d'un coup, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, cette eau-là, pour éviter qu'elle aille tout de suite dans des stations d'épuration ou dans des réseaux d'eau pluviale qui vont être saturés, eh bien, il y a des bassins, en fait, en dessous qu'on on voit pas, en fait, que le public ne voit pas, parce que c'est souterrain. Mais grâce à ça, en fait, ça permet de créer un stock tampon d'eau, on va dire, et de ramener cette eau-là avec un flux moins fort que si c'était vraiment un orage qui te tombait dessus, quoi. Voilà, donc ça, j'en ai fait un petit paquet aussi. C'était mon métier d'avant. Ok. Moi, j'ai basculé de l'autre côté, j'ai gardé mon relationnel, ce qui fait que j'ai aussi gardé des clients qui m'aiment bien pour mon relationnel et pas forcément que les produits que je faisais, parce qu'ils ont retenu, chez moi, c'est quand on appelle Fred, il te répond, tu as besoin d'un devis, il te le fait, tu as besoin de discuter avec lui, il va te le faire. Oui, t'es vraiment là, t'es vraiment présent pour eux, quoi. Voilà, mais avant tout, je vais déjà chercher, pourquoi tu m'appelles, en fait. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez toi, tu vois, ou même, j'ai toujours eu l'habitude d'appeler les gens, tiens, qu'est-ce que tu deviens? Et ça, c'était naturel. Oui, créer vraiment un relationnel sur le long terme pour qu'il y ait une vraie connexion, un vrai truc en plus du pro, quoi. On va peut-être pas devenir amis, mais en tout cas, on a une relation qui est saine, qui est bien, et où tu prends des nouvelles de temps en temps. Et je sais que ça, c'est aussi un point qui est hyper important. On pourra en parler dans la deuxième partie, mais pour que les gens se souviennent de toi.
Et derrière, s'ils ont besoin de tes services, ah oui, c'est vrai, il m'avait recontacté, ou c'est vrai qu'on a un bon contact, bah tiens, je vais passer avec Fred parce que on a un bon relationnel ensemble, quoi. Bah ouais, c'était l'intérêt, hein. Mais la prescription, c'est clairement c'est ça. C'est en gros, tu vas sonner à une porte, mais de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc il suffit enfin, c'était des chantiers, voilà. Donc, mais si le chantier il se passe bien, bon, il y avait l'arrivée de LinkedIn en plus qui commençait à arriver en France, etc. Quand on faisait ça, on prenait quelques photos. Ça permettait déjà à montrer à une autre personne, bah regardez, on a fait ça avec la ville d'à côté. Parce que c'est souterrain, donc nous on peut pas emmener quelqu'un à dire tiens regarde les beaux pavés sur la place de la mairie qu'on a mis, regarde comment c'est fait. Non, une fois que c'est fait, c'est enterré, on peut pas voir. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il y avait cet aspect vraiment invisible, et donc on vend quelque chose qu'on voit pas. C'est compliqué quand même, mais qui est vital. Ouais. Donc, et qui est avec l'argent public. Oui, d'autant plus. Ça, faut pas l'oublier, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est quelque chose qui est vraiment des fois où les gens l'ont pris en compte. Et il y en a d'autres, ils s'en fichent. Donc, c'est comme si, je disais, c'est pas forcément, en fait, l'entreprise, elle va pas forcément choisir les meilleurs matériaux du monde pour faire son chantier, malgré que c'est son métier de base et qu'elle adore ça. Et on m'a déjà demandé, mais c'est quoi cet état d'esprit, en fait? Et si je pose la question à quelqu'un, bah, par exemple, toi, tu fais de la vidéo, etc., eh bien... Demain, je sais pas, tu voudrais ouvrir un petit centre pour apprendre aux jeunes à faire de la vidéo, etc. Est-ce que tu vas acheter exactement le même matériel que tu as là aujourd'hui pour les autres? Il y a de grandes chances que tu prennes quelque chose plus basique, bah, bien sûr. plus standard, parce que ça va être pour l'exploiter en fait. Ça va être pour travailler, mais ça va être d'autres personnes qui vont travailler avec, elles vont pas être aussi soigneuses que toi, machin, etc. Donc c'est pas la même chose. Et je leur disais, bah voilà, c'est pareil dans les travaux publics, hein, faut pas croire, il y a des matériaux qui sont de super haute qualité, avec des normes de dingue derrière, mais qu'on décide de pas forcément prendre parce qu'ils sont un peu plus chers que les autres, mais tout en sachant qu'ils dureraient le double de vie, quoi. Oui, tu vois, moi, pour faire le parallèle, si demain, je devais apprendre à des gens à filmer, tu vois, je leur parlerais de l'importance de la caméra, de la lumière et du son, mais je leur préfère avec un smartphone, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous un smartphone, et un smartphone bien utilisé, ça peut faire des vidéos de qualité, mais c'est sûr que je vais pas leur mettre les caméras que j'utilise là, qui vont être beaucoup trop complexes pour eux, tu vois. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est que si demain j'ai un public qui doit apprendre à utiliser, qui doit utiliser une caméra, je ferai avec un smartphone et pas avec des caméras parce que c'est beaucoup plus accessible, quoi. Voilà. Et c'est important justement pour ça, de poser des questions aux clients. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire en fait? Parce que, bon après on va reparler peut-être du métier, etc. Mais c'est vrai que dans la branche dans laquelle moi je suis rentré aujourd'hui, on a un petit peu cette casquette d'urgentiste et secouriste de la dernière minute, quoi, ou de la dernière chance. Alors que, bah non, si on veut aller loin et dans le long terme, bah, faut prendre soin, comme on prendrait soin de tes caméras, etc., pour qu'elles aillent loin, donc tu les nettoierais bien après que les stagiaires, etc., ils s'en soient servis. Bah, nous, il va falloir qu'on nous prenne un petit peu en amont, qu'on fasse plusieurs périodes, plusieurs étapes pour que les gens apprennent à avoir une santé, entre guillemets, mentale, qui jouera sur la santé physique derrière et qui vont nous amener à construire des équipes saines, ce qu'on appelle nous des équipes saines dans le jargon, mais sur le long terme en fait. Si on prend si on prend un coach sur le long terme parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui part en burn-out, je pense qu'elle y est déjà et c'est trop tard en fait. C'est pas le but. Voilà. Ok, et comment toi du coup, t'en arrivé à faire ça et à passer justement à créer ta boîte, tu vois? En fait, la dernière société où j'étais, donc il y a eu un plan de sauvegarde d'emploi, parce que l'usine était rachetée par l'ancienne usine où j'étais. Trop drôle. Voilà. Et usine que tu avais quittée délibérément. Voilà, que j'avais quittée parce que j'avais été appelé par une autre. Et de ce fait, bien, j'avais pas forcément envie d'y retourner parce que, je sentais pas. En fait, c'était vraiment le côté prise de décision. Et ça, c'est dans ma tête, c'était pas viable. D'accord. C'est trop des décisions qui viennent du haut. En plus, il y a tout ce qui est milieu actionnaire derrière à prendre en compte. Et c'est pas quelque chose qui, pour moi, humainement parlant, j'avais envie de continuer ma vie là-dedans. Parce qu'on y passe notre vie, en fait. J'aurais très bien pu continuer. Le secteur, je le connaissais par cœur. Et voilà, donc j'ai profité du plan de sauvegarde d'emploi qui nous permettait soit de nous former ou soit de créer une société. Moi, j'ai décidé de faire les deux, mais en commençant par de la formation, où là, j'ai été donc chercher qu'est-ce qui se passait en termes de prise de décision collective. J'ai pu étudier plusieurs
concepts ou méthodes, même aller jusqu'à holacratie, à voir comment ça fonctionnait. J'ai été voir des entreprises qui fonctionnaient en holacratie, une entreprise qui s'appelle LIP en Suisse. Et j'ai vu que le système était vraiment séduisant, mais il faut que tout le monde vraiment ait envie d'y aller. Ok. Et je pense que on a trop de retard. On a un retard en fait mental sur la prise de risque. On se met trop de barrières. On est le pays de la norme, on est le pays de l'administratif, on est le pays où il faut des contrôles qualité de partout. Et ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais atteint une rapidité de prise de décision et on ne pourra pas le rattraper. Donc, le modèle, il a beau être sexy, tant qu'on restera figé dans ce schéma-là, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut déplacer aussi le curseur un peu au milieu. Et on peut voir comment est-ce que les gens peuvent collectivement prendre des décisions. Donc j'ai cherché petit à petit comment définir cette envie-là. Et c'est là que je suis arrivé au coaching d'équipe. Donc là, je suis parti en Belgique. On m'a appris le coaching individuel déjà. Ensuite, on est parti sur du coaching d'équipe, mais coaching d'équipe en entreprise. Ouais. De là, on m'a aussi fait une formation de formateur. Et ce qui m'a amené à faire en fait de la formation, mais en utilisant quasiment que de l'intelligence collective ou les gens, ou du travail de groupe, etc. Les gens, en fait, en faisant ce système-là, avec le coaching et la formation, ressentent des choses. Ok. Quand tu dis à quelqu'un « fais ci » ou « fais ça », ou tu dis « il faut faire comme ci ou comme ça », elle va le faire parce qu'elle a vraiment envie de le faire. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas forcément envie plus que ça, et des gens au travail qui n'ont pas envie, et ben, il y en a des tonnes. Je veux dire, c'est pas comme si toi, tu avais vraiment envie d'apprendre le piano, et puis le piano, il dit non, mais il faudrait faire plutôt comme ça, Aurélien. Là, tu vas dire, ouais, il faut faire comme ça parce qu'il me l'a dit, et puis moi, ça va marcher. Alors que quand il y a quelqu'un qui te dit, si tu en as marre de voir un tel ou un tel au boulot, écoute, tu fais pas attention à lui, et puis c'est pas grave, tu lui parles pas. Ça va quoi, ça va que s'envenimer, en fait. Ouais, bien sûr. Quand tu poses la question, par contre, à la personne, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange? Déjà, elle va commencer à réfléchir. Ouais, tu l'impliques dans la solution. Ouais. Dedans. Et quand tu as une idée, tu viens me voir, on en parle. Et puis on en parle avec lui. On commence à faire ce qu'on appelle des brainstorming. Il n'y a plus de N+1 ou N-1 puisque du coup, la personne, elle se sent considérée. En fait, la prise de décision, elle va être juste de se dire comment est-ce qu'on va faire pour communiquer ensemble, quoi. Mais ça part d'un esprit, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à ouvrir la porte à ça en se disant, mais en fait... on se met des bâtons dans les roues des fois pour rien du tout, alors qu'on passerait 5 minutes à discuter de certains problèmes, on avancerait beaucoup plus vite, mais elles n'ont pas de processus. Ouais. Donc elles nous appellent, un coup c'est de la gestion des conflits, un coup c'est de l'intelligence collective, un coup c'est autre chose. Nous, ce qu'on a fait avec la Belgique, parce que je travaille avec Trick Solutions en Belgique, c'est qu'on a approfondi une méthode qui est américaine de Patrick Lencioni. Cette méthode-là, en fait, c'était même plutôt sur un concept de base, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on pouvait mesurer du coaching, comment on pouvait mesurer l'ambiance dans une équipe pour voir derrière comment on pouvait l'améliorer. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que dès qu'on mesure quelque chose, on peut créer un objectif derrière. Parce que si on nous dit, ouais, là, il y a 2 personnes ou 3 personnes, elles n'arrivent plus à se parler, il y en a une qui est en burn-out, etc. Ouais, mais tu veux faire quoi avec ça? Tu vas aller où? T'aimerais qu'il n'y ait plus de burn-out? T'aimerais que les personnes se parlent? Mais on part d'où? De combien? Si on veut remesurer ça dans 6 mois ou 1 an, etc. Donc, c'est comme si tu produisais aujourd'hui des tasses de thé et t'en fais 50 à l'heure, etc. Et demain, t'es capable de dire, nous, on n'en fait que 50 à l'heure, mais je voudrais en faire 60 ou 70 à l'heure dans 6 mois. Et dans 6 mois, tu vas pouvoir refaire ta mesure et puis voir qu'est-ce qui va bien ou pas, quoi. Eh bien, le coaching, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut mesurer. Donc, nous, on mesure la confiance. Donc, c'est le plus gros palier, en fait. C'est un système qui est pyramidal. Donc, on mesure la confiance. Ensuite, on va mesurer donc la confrontation. Ensuite, on va mesurer l'engagement, la responsabilité et les résultats. Mais les résultats, l'atteinte de résultats collectifs. Et ce système pyramidal, il est séduisant parce qu'en fait, tu peux mettre des profils de personnalité en face. Ok. Donc, on a des profils de personnalité. Alors, il existe plusieurs. Mais voilà, moi j'ai appris à travailler avec Insight Discovery. Je suis en train d'en apprendre un autre qui s'appelle Nova Global.
Ce sont des gens un peu qui se rejoignent parce que d'après ce que j'ai compris des petites histoires, c'est des gens de chez Nova Global qui étaient chez Insights avant, enfin bref, etc. Et puis qui ont amélioré le truc. Enfin bref. Donc, mais ça tourne en fait de ce qu'on appelle, nous, les travaux de Gustav Jung, en fait, qui travaille sur les 4 couleurs, tout ce qui est disque, les jaunes, rouges, verts, bleus. Mais quand on le fait personnellement, c'est déjà intéressant de le faire. Mais quand on le fait sur une équipe, c'est encore plus intéressant parce que les gens, ils vont pouvoir discuter les uns avec les autres et mieux se comprendre déjà les uns des autres. Et en face de ça, on va avoir, nous, notre pyramide qui va nous dire, bah, ces gens-là, ils s'entendent plutôt bien, ils ont un niveau de confiance qui sont assez élevés. Regardons ce qu'ils ont de côté des profils de personnalité au niveau de l'équipe. On dit, ah ouais, je comprends mieux pourquoi ça fonctionne. Ou alors, je comprends mieux pourquoi ça fonctionne pas. Ouais, ça donne vraiment des repères pour pouvoir ensuite travailler sur la cohésion, etc., quoi. Voilà, bah, la cohésion, c'est le principal, comment dire, c'est l'un des soft skills qu'on recherche le plus dans une équipe, c'est de la cohésion. Et la cohésion, ben, pour la mesurer, ben, ce test-là, tu le connais, je l'ai mis gratuitement sur le site internet, mais au moins tu peux voir si l'entreprise elle crée des équipes cohésives ou pas. Savoir que si elle n'est pas cohésive à l'instant T, ben, il peut y avoir des actions dessus, tout n'est pas perdu. Mais ce qui est encore le plus intéressant, et je le vois encore aujourd'hui, et je me permets de répondre des fois à des offres d'embauche, pas pour moi, mais bon, là il y a une entreprise qui cherche un directeur commercial, je ne vais pas la citer, mais j'ai envoyé un message via LinkedIn et puis je pense que je vais l'appeler parce que c'est des gens en plus que je vais croiser sur les 3 prochains mois, forcément, via des réunions qu'on a. Je cherche un directeur commercial, ok, mais qui me dit comment sont les gens avec... J'ai regardé toute la fiche de poste, il n'y a aucun moment comment sont les gens avec qui la personne va travailler en fait. Ouais. Et l'intérêt, c'est de savoir, moi ce qui m'intéresse demain, si je postule pour un job, c'est pas forcément de savoir qu'est-ce qu'il faut y faire. Moi ça m'intéresse plus de savoir comment est l'ambiance, comment les gens travaillent dedans, qui c'est qu'il y a, quel est l'état d'esprit. Et à partir de là, je vais peut-être commencer à me dire, tiens, ce poste-là, il m'intéresse. Ouais, ça peut être rassurant. Enfin, moi, je me mets à la place c'est sûr que tu l'aurais pas dit, j'aurais pas pensé, mais c'est vrai qu'en effet, tu vois une fiche de recrutement, tu vois, ok, telle et telle chose, on te demande telle et telle compétence, et en même temps, voilà, il y a telle ambiance, il y a enfin, tous ces aspects un peu de cohésion, de bonne ambiance. Alors après, il y a bonne ambiance, forcément, faut que ça reste professionnel, mais effectivement, ça me rassure dans l'idée de, ok, bah, de tout ce que je vois, outre l'aspect mes compétences que je vais apporter, il y a tous ces éléments-là qui sont cités qui me font, ouais, ça me donne envie d'aller bosser chez eux, je sens que je vais m'y sentir bien et vas-y, je tente le coup. Mais tu vois, en plus, tu prends vraiment un terme, je sens que je vais m'y sentir bien. C'est du ressenti, des sentiments. Et t'as pas ça quand tu lis les profils qu'il y a, etc. On sait jamais à quoi s'attendre au final. Exactement. Et le fait de se dire, tiens, je me sens... Déjà, rien qu'à répondre, je me sens bien et j'ai vraiment envie... Là, celui-là, j'ai vraiment envie de l'avoir. Et ça, on se le dit souvent parce qu'on a entendu parler de l'entreprise, on connaît quelqu'un qui y travaille, qui est super bien, etc., etc. C'est rare aujourd'hui qu'on appâte vraiment les bons profils avec juste les lignes qui sont écrites dans le descriptif de poste. Il faut les mettre parce que en plus c'est obligatoire, c'est un droit de travail. Mais si demain on pouvait en plus mettre des choses pour faire vraiment ressentir un petit peu, quand on parle de marque employeur ou choses comme ça, comment vous faites vraiment sentir vos valeurs aux autres parce qu'elles sont véridiques. Il ne faut pas que ce soit du fake news non plus, tu vois. Il faut vraiment que les valeurs elles transpirent. Et ben ça, c'est vraiment de la prise de décision que tu fais derrière, mais à un certain niveau. Donc on parle de la confiance. Alors la confrontation, faut se dire les choses. Ce qu'on appelle l'harmonie artificielle. Donc c'est oui, alors que derrière, il s'est passé des choses et c'est pas résolu. Ouais. Donc oui, voilà. Donc si on veut prendre des prises de décision, que tu as confiance en les gens, que tu arrives à lui dire, écoute, ton projet, il me plaît pas. Ou j'ai pas envie de faire comme ça, et si tu continues à insister, j'ai encore plus me braquer, faut qu'on arrive à résoudre le problème. Et que derrière, niveau engagement, les gens ils se disent, ok, on y va, ça marche pas, tant pis, on reste quand même avec toi, on reste ensemble. Déjà, tu te dis, les gens, ils ont un état d'esprit, tu rentres dans l'entreprise, la personne elle dit, bon, tu viens de rentrer, tu fais le tour des services, mais demain, on a une petite réunion sur un projet, et on aurait besoin de quelqu'un en plus, parce que ça fait partie de notre charte de prise de décision. Dès qu'il y a un nouveau, on l'intègre pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Mais il est obligé de parler, par exemple. Donc tu restes pas en retrait, même si tu connais rien ou quoi que ce soit, tu donnes ton avis, même ton ressenti sur comment tu sens la réunion, comment elle se déroule. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux très bien être là et dire, écoutez, moi je pense qu'il y a des tensions là.
Je pense que les choses sont pas dites. Ou alors tu dis, bon, bah, écoute, moi je connais rien, mais ça a l'air de rouler, ça s'est fait en 5 minutes, très bien. Mais tu peux parler de tes ressentis, et plus tu vas amener ça, donc ça prend du temps, mais faut pas croire que tu prends des joueurs de foot ou de rugby, quand ça se passe sur le terrain, les prises de décision, faut aller vite. Ouais. Et quand quand ils se disent des mots, ils se disent très vite les mots, quoi. Ils attendent pas, ils attendent pas 3 heures. Et le problème, il est réglé, il est pas réglé, mais ça avance. Et je trouve que ça, dans le sport, qu'on trouve notamment tout cet état d'esprit de se dire, écoute, à un moment donné, il faut un peu de courage, un peu de volonté, ça marche pas, tant pis, on va faire autrement. Mais aujourd'hui, en fait, on prévoit trop de problématiques et on prévoit déjà de régler toutes ces problématiques avant d'essayer même de commencer à faire une chose. Ouais. Et ce qui fait que tout est long. Hein. Mais tout est vraiment long. Et là, les gens, quand ils viennent travailler, ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie d'appeler un siège pour dire est-ce que je peux commander une cartouche d'imprimante pour imprimer mes devis. Non, c'est fini ça. C'est une autre époque. Ouais. Mais c'est des règles. Donc, plus on met le public qui travaille, ou même dans une organisation, même une association, hein, tu prends des associations comme... moi, j'étais sauveteur en mer à la SNSM, les prises de décision, elles étaient pareilles, elles prenaient des plombes à être prises. Par contre, il y avait 2 types de prises de décision, parce qu'une fois que c'était en mer, là, tout le monde savait qui devait faire quoi, à tel instant, à tel moment, et où ne devait pas faire quoi. C'était aussi dans ce sens-là. Mais voilà, tout ce qui est milieu d'urgence, il y a des protocoles, mais qui ont été testés, validés, et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe. J'avais aussi fait de la restauration pour le label Respecte ta cuisine. Bien, ils ont des gros moments où ils pourraient se parler dans la journée. Mais au final, tu t'aperçois quoi? C'est au rush que tout se passe. Oui, pour la fin de la restauration, c'est quand tu es en plein dans le service que c'est là que tout se passe, quoi. Voilà. Ah ouais, en effet. Et quand ça se passe moins bien... Moi, c'était plutôt dans le moins bien, quand je l'ai fait. Je pense que quand ça se passe dans le moins bien, il y a des restaurants maintenant qui le font, parce qu'on a bien étudié le truc. Mais il y a très peu de débrief, en fait, de se dire... c'est clair, écoute, c'est vrai. ce qui s'est passé tout à l'heure... j'aimerais qu'on qu'on en reparle. Enfin, déjà, moi, j'y repense et tu vois, rien que d'y repenser, ça me refout un peu les nerfs. Donc, faut qu'on en parle pour pas que ça revienne, parce que sinon, c'est pas professionnel. On est là. Enfin, moi, je suis cuistot, toi, t'es chef de salle. On est censé travailler ensemble pour un même établissement. Et moi, je leur disais, mais en plus, le pire, c'est que vous vous rendez même pas compte, c'est que ça se ressent dans l'ambiance du restaurant quand tu y rentres. Ça se ressent vraiment. Ouais. Les tensions se ressentent. Alors après, peut-être que j'avais un peu plus l'œil tout de suite dessus, ou écouter, voir comment ça se passait, mais c'est pas compliqué. De toute façon, dès que tu rentres dans un endroit où il y a un monde du travail et qu'on commence à voir que les gens rejettent la faute aux autres, c'est que, même si c'est pas de leur faute, mais c'est que ça fonctionne pas en équipe. Ouais. Non mais oui, c'est vrai, tu vois, et après on va passer à la deuxième partie... mais pour finir, c'est vrai que moi j'ai fait de la saison en restauration et effectivement en pleine bourre, ça pétait des câbles, ça partait dans tous les sens. Je pense qu'effectivement ça devait se ressentir, en tout cas les clients devaient le ressentir. Et c'est vrai que arrivé fin de service, on nettoyait, etc. C'était bon, on va boire un verre, tu vois, et on passait à autre chose. Et c'est vrai qu'au final, les choses n'étaient pas réglées. Alors que c'est vrai qu'on aurait pu se dire ok, demain matin, on va prendre ne serait-ce que 10 minutes. On va parler de, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? C'est vrai que, moi j'étais jeune, c'est des choses auxquelles je pense pas, mais c'est vrai que pour un restaurant où t'as même le temps où tu manges ensemble, t'as toute une phase avant le service, tu manges tous ensemble, ça va être un superbe moment pour parler de, ok, là aujourd'hui, hier soir, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous ressentez, quel est votre avis? Et c'est vrai que c'est super intéressant et je trouve ça bien de faire en fait, ça paraît évident et logique, mais c'est vrai que t'as plein de métiers où c'est pas forcément fait. Non, parce que c'est des choses que tu vas ressentir, et ça, c'est pas des bonnes choses, en fait, dont on va parler, et les gens, ils aiment pas parler de choses quand ça va mal. Mais une fois qu'ils ont compris que c'était juste mécanique, et que c'était aussi inconscient, tout simplement, et que tu comprends que moins tu vas en parler, plus ça va empirer, et que derrière, en plus, si tu as un manager qui a un bon leadership et qui arrive à amener ça avec lui, donc là, pour le coup, un chef, la personne qui gère l'établissement, qui arrive à attraper les gens et leur dire, écoute, je t'ai vu tout à l'heure, tu t'es mis dans tous tes états et il faut pas que tu restes là-dessus, donc tu viens avec moi, on va en discuter, et puis après, on va en discuter avec un tel. Enfin,
y a un petit peu ce rôle de médiation dans ces genres de métiers-là, Ouais, bien sûr. qui sont indispensables. Et je pense que plus le responsable de l'établissement ou le chef va le comprendre et va comprendre cette mécanique, en fait, comment ça fonctionne, plus il va se dire, en fait, moi, ce que j'ai besoin réellement, c'est qu'il y ait des bons clients qui viennent chez moi. Bon, on sait qu'aujourd'hui, les gens, ils notent en plus sur Google. Ouais, c'est de plus en plus voilà, fréquent. les restos, les hôtels, etc. Et malheureusement, on sait aussi qu'ils notent plus facilement quand c'est pas bien que quand c'est bien. Et on s'apercevra que si tu regardes un petit peu, alors c'est intéressant, peut-être tu vas le faire après derrière, mais je sais plus, on va pas les citer, mais des applications qui sont bien connues, qui notent ce genre de choses. Quand tu regardes les commentaires négatifs, c'est très rarement sur la nourriture. C'est sur le service, souvent. C'est sur le service, c'est sur la qualité d'accueil, c'est sur Ah ouais, ces c'est clair. trucs-là. Maintenant que tu le dis, oui. Et c'est des gens, en fait, on parle de quoi? On parle de gens qui ont ressenti quelque chose de pas bien. Ouais. Et pour le ressentir, il a forcément fallu qu'il soit transmis ce ressenti à un moment donné, qu'il l'ait reçu de quelque chose. Ouais. Et vice-versa, quand tu verras des bonnes étoiles, donc on parlera aussi forcément de la nourriture, mais tu verras aussi que de l'ambiance. Accueillant, chaleureux, très sympathique. Voilà. Donc inconsciemment, il y a des restaurants ou des établissements qui le font, mais ceux qui ne le font pas, faut savoir qu'il y a une mécanique, qu'il y a des systèmes pour améliorer l'ambiance, la cohésion, etc. dans l'équipe. Et ça, derrière, ça va transpirer, ça va vivre et ça va devenir vraiment quelque chose d'important pour l'enseigne, le magasin ou n'importe quelle entreprise au final. Mais où les gens vont avoir envie d'y aller. Ouais. Pour... pas forcément que pour... Parce que ça peut arriver des fois d'aller dans un restaurant juste en te disant bah ça c'était bien. Tu rentres dedans, tu sais même pas encore ce que tu vas manger, mais comment t'as dit que c'était bien, qu'il y avait une bonne ambiance, que tu avais un bon accueil, que tu étais servi en temps et en heure, ben t'y vas. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Donc maintenant, on va passer donc à la deuxième partie, et c'est un peu c'est le moment phare de ce podcast. C'est de savoir un petit peu comment toi, tu as fait pour trouver tes clients. Alors, de ce que je remarque avec les premiers podcasts que j'ai faits, il y a toujours cette tendance de parler d'abord un peu comment tu fais en présentiel et en ligne. Après, peut-être que tu fais que du en ligne, ou du présentiel. Enfin voilà, comment toi, c'est quoi un peu tes trucs, tes astuces, ton état d'esprit pour aller justement trouver des clients. Déjà, c'est quoi là, ce qui me vient en tête, c'est quoi le type de client que tu cherches? Par exemple, si c'est, je sais pas, de la TPE, est-ce que tu cherches à contacter le dirigeant, le RH, tu vois? Enfin, c'est quoi un petit peu... Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le chemin pour aller chercher des clients, j'en ai utilisé plusieurs. Ok. Avec au départ des convictions qui m'ont amené à pas trouver grand monde. Donc, tu as eu des échecs? Oui, voilà. Ouais. En fait, je m'étais mis dans ma tête divers paliers de recherche de clientèle. Ok. Par rapport en fait au retour sur investissement que j'avais besoin, tout simplement. Et comme je venais du monde de l'industrie et du Made in France, parce que l'usine se trouvait dans le Nord-Pas-de-Calais et après plutôt dans la région de Tours, j'aimais bien vraiment de voir les gens qui fabriquent des choses, ça m'éclate en fait. Ouais. Donc j'aime bien aller dans des ateliers, dans des usines, visiter des... Enfin, moi j'adore ça, je préfère même aller voir dans un port qu'est-ce qui se passe avec des pêcheurs que d'aller à la plage, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. C'est vraiment là où ça travaille, moi j'aime bien regarder les gens et voir ce qui se passe, quoi. Et je me suis dit, écoute, comme le Made in France, j'aime bien ça, pourquoi j'irais pas contacter les gens qui font du Made in France? Donc je suis parti... alors le premier Made in France que j'ai fait de salon, c'était à Bordeaux, où là j'avais commencé à rencontrer du monde. Puis j'ai fait celui de Paris l'année suivante, où j'ai rencontré des personnes. Et en fait, le truc que j'avais pas forcément pris en compte, c'est que j'étais déjà... j'étais en zone de confort. Parce que les gens qui font du Made in France en France à ce niveau-là ont déjà un peu cette ouverture d'esprit de mettre les employés avec eux quand ils décident des choses, avoir des vraies valeurs. Quand je dis des vraies valeurs, c'est-à-dire que les valeurs de l'entreprise peuvent être revues. C'est pas parce que tu as des valeurs que tu dois jamais les revoir. Donc elles ont pu être revues quand ça passe de père en fils, avec des nouveaux qui arrivent, une nouvelle génération qui crée quelque chose de nouveau. Donc ils avaient déjà beaucoup de confiance les uns avec les autres. Ouais. Ils voyaient, moi, ils comprenaient très bien ce que je faisais et ce que je voulais faire. Mais moi, ma passion pour le Made in France, eux, ils l'avaient déjà. Et en plus, ils savaient déjà à peu près comment gérer les équipes. Ouais.
Ceux qui étaient complètement à l'inverse, on retombait vraiment dans un système bien franco-français où si je te parle d'un recrutement inversé, tu me mets dehors, quoi. Si je te dis, bah tiens, il y a un nouveau, je sais pas, un nouveau chef d'atelier qui doit rentrer et ce sont les équipiers qui vont choisir leur nouveau chef d'atelier. Non, ça, le gars, il me regarde, non, mais tu sors d'où, quoi? T'es un extraterrestre. Clairement, hein. Bon, je l'ai fait en restauration, ça a permis de sortir 2 personnes de burn-out et de continuer une autre personne sur plus d'1 an derrière, alors que ça se passait pas bien avec tout le monde. Ah ouais, bien, ok. Ouais, et de changer les mentalités. C'est-à-dire que des fois, tu t'attends à voir... Là, c'était en restauration, c'était un restaurant qui a recruté et 2 personnes étaient sûres d'elles, en fait. Et c'est la 3e qui a été prise, c'était une femme chef qui a été prise, qui n'était pas du tout en tête de liste ou quoi que ce soit, hein. T'aurais pas parié dessus aux courses. Ah, bien sûr. Et c'est les autres qui ont choisi, et ça s'est super bien passé. Ok. Alors que les autres, ils avaient déjà de l'ego, ils étaient quasiment sûrs d'être pris, et là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Et les responsables, les associés derrière, ils ont dit, mais c'est dingue. C'est dingue, parce que nous, on n'aurait pas pu être tout le temps derrière, voir ce qui se passait. Donc là, pour faire cette approche, tu faisais comment exactement? Bien, en fait, tu vas sur les salons. Ok. Donc là, c'était un salon qui s'appelle le salon du Made in France, qui est à Paris et parfois en région. Je crois qu'il y a à Lyon aussi maintenant. C'est gros, hein, quand même. Il faut bien prendre 2, voire 3 jours. Moi, j'y allais sur les 2-3 jours. Ok. Mais moi, j'étais super content. J'ai rencontré les gens de chez 1083, qui sont des gens connus en France. J'ai rencontré Julien Tuffry, qui est des ateliers Tuffry, qui est l'une des premières fabrications de jeans dans les Cévennes. Voilà. J'ai rencontré les fabricants de chaussettes. Enfin, j'en ai plein. Même des fabricants de fèves pour les galettes des rois. Enfin, de tout le monde. Et là où ça peut marcher quand même, c'est que tu as des gens qui ont des bonnes idées, et donc en mode start-up, et d'un coup, la prod se lance. Donc, il va falloir monter une équipe. Donc là, j'ai pu avoir des touches de gens que ça pouvait intéresser. Donc toi, tu vas dans les salons, tu vas discuter avec eux, c'est ça? Ça, c'était un axe. Ok. Ça, c'était le premier axe. Du coup, ma question, c'est tu discutes avec eux, c'est histoire d'un peu approfondir. Qu'est-ce que quand tu vas à leur stand, tu leur dis quoi? Je leur demande s'ils ont déjà des sessions de formation ou de coaching dans leur entreprise. Ouais. Si ça leur parle. Et après, je dis à quoi ça sert, en fait. Je dis, quand vous le faites, s'il y en a des gens qui le font, je dis, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que déjà, ça me donne de la matière pour en discuter avec d'autres personnes. Mais sinon, les gens ils me disent, qu'est-ce que je ferais avec ça? Et là, je leur parle, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous savez sonder un peu votre turnover? Est-ce que vous savez sonder un peu le moral des troupes? Est-ce que vous avez quelques personnes qui sont parties en arrêt, mais plutôt côté plutôt psychologique que vraiment physique? Ouais. Est-ce que vous pensez que votre recrutement il pourrait être amélioré avec des soft skills ou des choses comme ça? Et là, les gens, ça commence à leur parler, mais ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que j'interviens. Et donc là, après, toi, je leur dis, tu as remarqué qu'il y avait un vrai besoin par rapport à ça, du coup, en échangeant avec eux. Alors oui, mais on part de loin. Okay. On part de loin. Donc là, aujourd'hui, j'ai changé de fusil d'épaule. Je suis obligé d'aller plutôt voir des gens qui avaient entendu parler de ce système-là, justement comme des holacraties ou des perma-entreprises, entreprises libérées, mais même les scopes, ça m'intéresse beaucoup. Et faut pas croire, hein, parce que là, j'ai des retours sur des scopes qui, en fait, l'ambiance, elle se passe comme une entreprise normale. Ok. On a beau être tous associés, l'ambiance, elle est pas mieux. Ok. Et donc, il y a un vrai travail à démarrer aussi avec ces scopes-là, parce que voilà, je pense qu'il y a du boulot partout, mais eux, ils ont déjà dans la définition un intérêt à travailler ensemble. Ouais, oui, c'est dans la définition de la scope, quoi. Voilà, donc pour moi, ça me va bien. Je vais leur apporter des outils et ils vont très vite mécaniser le principe, le concept, parce qu'ils l'ont déjà un petit peu en eux. Faut juste, là, on est plus en coaching qu'en formation, parce que le potentiel, il y est. Faut le dévoiler. Donc toi, tu vas avoir ce genre de société dont il y a un réel intérêt d'avoir toute cette cohésion. Et aujourd'hui, comment toi, tu fais pour aller les aborder, ces entreprises? Alors, mon parcours, il y a eu une petite bifurcation à un moment donné. D'accord. Via des personnes de la CCI, en fait, qui m'ont aidé et qui m'ont écouté. Ok. Et quand elles ont vu là où j'en étais rendu avec le logiciel, avec les tests de cohésion d'équipe, etc., ils se sont dit, il y a quelque chose à faire quand même, mais tout seul, tu vas pas y arriver, quoi. Ouais. Donc, ils m'ont filé un gros coup de main.
Et j'ai pu rencontrer une personne qui m'a mis en relation avec des gens qui sont responsables de clusters. Ouais. Donc voilà, ce sont des clusters, c'est là où on recense des personnes avec des activités entre guillemets à peu près similaires et qui se concertent pour avoir des services support externes quand ils en ont besoin. Et donc là, ça c'est un nouveau dossier qui arrive sur septembre-octobre. Qui va me permettre de connaître beaucoup plus de monde d'un coup et d'expliquer via des matinales, ils appellent ça. Des matinales, c'est pas des conférences en fait, on va expliquer à quoi ça sert, quels sont les résultats, on va faire de la participation puisque ça va pas être forcément les gens que je vais voir qui vont passer des formations, qui vont faire du coaching, ce sont des gens qui sont plutôt là pour décider s'il faut le faire ou ne pas le faire. Forcément, moi je pars de zéro, donc il y a sûrement plein d'entreprises qui ont déjà fait des choses. Ou qui ont déjà des choses en place, du coaching ou du coaching individuel, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a quand même des méthodes derrière. Et comme toute méthode, c'est bête et méchant, mais quand tu l'appliques, ça marche. Donc, prendre des décisions à plusieurs, des bonnes décisions, simples, rapidement, efficacement, qui vont faire gagner, ça va donner des gros avantages concurrentiels à l'entreprise. Oui, ça existe, ça peut se faire. Pas n'importe comment, mais ça peut se faire. Et la formation, elle vient de derrière. Donc la formation, elle, c'est encore un autre axe. Donc là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai eu la certification Calliope, qui, elle, donne droit aux entreprises, à certaines entreprises, d'avoir des aides par leur opérateur de compétences et de financer de la formation. Donc maintenant aussi, je peux aller sur ce créneau et de proposer, bon, j'en ai pas 10 000, des formations, j'en ai 2, enfin, je suis en train d'en monter une 3e, mais là, pour l'instant, j'en ai que 2. Qui sont axés sur moi ce que je savais faire, donc la vente B2B et l'autre c'est du management, enfin communication et leadership. Mais au-delà des formations et de ce qu'on y fait réellement, on va essentiellement c'est travailler sur les relations et les comportements, les interactions avec les uns et les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas se demander un jour, tiens, pourquoi il fait de la vente B2B, c'est parce que ça fait 25 ans qu'il fait de la vente, donc il connaît. Non. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est tu as à un moment donné quelqu'un en face de toi qui va t'acheter quelque chose ou pas. Donc, il va se passer des choses. Il va y avoir du ressenti par rapport à ton comportement, comment tu abordes ce client-là, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Très, très bien. Et parce que moi, j'aime bien l'analyser, tu vois. Ouais. Mais je vois, par exemple, que des gens mettent plus cher qu'avant dans leur télé pour regarder Netflix ou d'autres choses, tu vois. La base, c'était qu'il n'y avait pas de pub. Parce que le besoin, c'était de se divertir le soir. Mais la pub sur les chaînes nationales, on la connaît, c'est pénible, quoi. Enfin, tu vas te laver les dents, tu vas prendre les chiens, tu fais quelque chose, mais dans tous les cas, tu t'attends et t'as beau t'y attendre, c'est pénible quand la pub, elle arrive. Donc, ils ont décidé de prendre des abonnements à droite à gauche. Et là, les retours que j'ai en ce moment, c'est alors Netflix, on peut plus télécharger sur un PC, je vais partir. Amazon, ils commencent à me mettre les pubs. Netflix aussi, ils ont mis des pubs. Je vais commencer à partir, machin, etc. En fait, le ressenti, il est plus bon, là. Ouais, bien sûr. En ce moment, il y a une petite vague de négatifs qui passe. On aura beau mettre la meilleure série du monde. Moi, ce que j'entends en ce moment de ces plateformes, c'est que c'est en train de baisser. Alors qu'ils avaient fait un truc de dingue. Ils avaient quand même dit aux gens, vous allez payer 15 € par mois ou 20, je sais plus combien. Vous allez payer plus cher votre télé que vous avez déjà. Donc c'est fort. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours à dire, j'arrive pas à vendre parce que je suis trop cher. Eux, ils arrivent à vendre plus cher. Oui, c'est ça. Mais ils avaient détecté un vrai besoin. Ouais. Sauf que là, les gens en émotion, ils sentent qu'en ce moment, ça baisse. Ouais. Et je pense que les abonnements vont baisser aussi, je me trompe peut-être, mais voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc la vente B2B, c'est pour ça. La vente B2C, ça m'intéresse moins, même si on me l'a demandé. Donc je donne plutôt des conseils. Je fais plutôt du consulting sur du B2C que vraiment de la formation. Et l'autre, on est plutôt sur quelque chose de communication, de management et leadership. Donc ça, c'est une formation que je donne là, au mois de septembre, qui intéresse les gens qui sont déjà managers d'équipe, mais ça intéresse aussi beaucoup lorsque tu as quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise que tu souhaiterais faire monter et derrière faire du management sans se dire c'est parce qu'il a bien réussi là qu'on va le mettre là. Si je prends par exemple dans la vente, c'est pas parce que tu es le meilleur vendeur que tu vas bien manager des gens. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas le même métier. Mais des fois, les gens, ils ont tendance à dire, tiens, c'est lui qui était numéro 1 pendant des années, je pense qu'il va bien apprendre aux autres.
Oui, mais c'est peut-être que sa méthode elle va peut-être pas être facile à dupliquer sur les autres, parce que son management va pas y être. Ouais. Ou son leadership, il va avoir trop d'ego. Il va dire ou moi j'ai fait comme ça a marché, etc. Ça marche pas en management, ça marche pour la vente, mais pas en management. Ok. Et, voilà. concrètement, toutes ces donc B2B, mais toutes ces sociétés en B2B, tu les trouves du coup par la CCI, comme tu l'as dit? Alors là, il y avait la CCI. Après, il y a aussi, j'ai un réseau, j'avais 25 départements avant, donc que je peux réactiver doucement. Donc là, on va dire ces entreprises, tu les trouves majoritairement de ce que j'avais déjà. De ce que tu avais déjà, du présentiel, du réseau que tu as déjà fait. Et même la question de la CCI, comment toi, tu t'en es arrivé à... Ok, ils t'ont aidé, ils t'ont filé un coup de main, mais comment toi, t'en es arrivé à être en contact avec la CCI? T'es juste parti les voir et leur présenter ce que tu faisais? Ou, enfin, tu vois, comment t'en es arrivé à être un peu en collaboration, on va dire, avec la CCI, tu vois? Non, alors des fois, il y a aussi le côté prescription dans la recherche, c'est-à-dire que les gens t'appellent de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, j'avais eu le coup avec la CCI de rencontrer une personne via la French Tech, justement, quand j'avais fait animer la table ronde, là. Mais j'avais pas eu de retour. Et derrière ça, par contre, j'avais envie de faire grimper en fait le site internet. Tu connais, je fais des tests de cohésion d'équipe et je suis toujours en réflexion dessus pour les améliorer. Donc là, j'en ai un gros, mais qui est en mode prototype en fait, et qu'il faut lancer en production, si je puis dire. Et là, il faut des fonds. Et pour ça, en fait, j'avais contacté la CCI, ils m'ont dit de contacter une personne qui s'occupe du numérique. Et j'ai envoyé un mail, mais genre bouteille à la mer. Ok. Et cette personne-là, ça va faire 6 mois qu'on bosse ensemble sur toute la transformation numérique par rapport au bilan carbone, etc. Et puis digitaliser ce que je fais moi, puisque bizarrement, ok, en France, on est un petit peu en retard, etc. C'est en train de prendre. Mais en fait, il n'y a pas qu'en France qu'on parle français. Et oui. Il commence à se développer avec le Canada, avec l'Afrique. J'ai mon compte LinkedIn, de toute façon, j'ai bien vu, les derniers abonnés, c'est plus des Canadiens et des Africains qui viennent que des Français. J'ai des Suisses qui viennent, j'ai des Belges qui viennent. Donc, dès que ça parle français, c'est actif. Ouais. Cette personne-là m'a dit, il va falloir qu'on montre aux gens qu'est-ce que c'est, mais il va falloir, tu peux plus aller une par une, en fait, les voir une par une les entreprises. Et donc, elle m'a dit, je vais te mettre en relation avec des personnes justement de cluster. Et même là, au sein de la CCI, on va regarder qu'est-ce qu'il y a, parce que à la fois, c'est pas facile de rentrer, à la fois, il faut montrer que tu as quand même une vraie expertise. C'est méchant, mais des fois, il y a des gens qui se mettent à faire un métier parce qu'ils ont eu un mauvais truc qui s'est passé dans leur ancien métier, et du jour au lendemain, ils sont coach en je sais pas quoi, etc., etc. Il m'a dit ça, nous, on n'y est pour rien, mais j'en ai quand même à l'appel. Nous, on t'a choisi parce que on a bien vu que niveau du site internet, c'était quelque chose qui fonctionnait, qui avait des contenus, qui avait plein de choses. On a été regardé. Et ça fait plusieurs fois que les contenus que tu dis sur le site internet, c'est quoi? C'est des articles que tu postes. Ouais, c'est intéressant justement parce que là, tu parlais que tu faisais notamment, pour synthétiser un petit peu, hein, parce que pour que les gens comprennent un petit peu toute cette globalité, il y a donc le réseau que tu avais, et donc on va te recontacter par ton réseau que tu as créé par ta vie d'avant, on va dire salarié. Tu as aussi donc actionné la CCI où tu es parti les voir, et comme toi, tu as vraiment une manière qui leur a plu au final, parce que c'est pro, c'est bien par rapport à d'autres personnes qui, toi, il y a un vrai... et puis voilà, il y a quelque chose de solide, on va dire, de vraiment cohérent et concret. Et il y a aussi le côté réseaux sociaux au final où, parce que tu parlais LinkedIn, il y a des gens du Canada, d'Afrique qui viennent te suivre. C'est à travers du coup les articles que tu postes, c'est ça? Parce que tu montrais tout à l'heure effectivement que tu postes de manière assez régulière des posts sur ton site internet. Et sur LinkedIn, c'est quoi? Tu repartages ces posts-là sur LinkedIn et c'est comme ça que les gens te suivent? Oui, alors, il y a différentes manières. J'essaye différentes manières. Je ne suis pas un pro de LinkedIn. Je m'en sers depuis très très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir une community manager pendant 2-3 mois qui m'a permis de créer des choses et puis de voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux et puis de m'apprendre un petit peu plutôt l'algorithme plus que de comment vraiment faire du contenu.
Après, on sait que l'intelligence artificielle a aussi son rôle à jouer dans la création d'articles. Tu l'utilises, toi? Moi, je l'utilise. Alors, je l'utilise à m'en faire peur. L'autre jour, j'ai tapé c'est qui Frédéric Boget de chez Ondoan chez Pure Team, quoi. Et ce qu'il a sorti, c'était dingue, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'était dingue. Je me suis dit, comment il sait tout ça, lui? Et du coup, en fait, moi, je m'en sers plutôt... alors, j'ai des inspirations qui viennent de droite et de gauche. Je suis des gens que personne ne connaît dans le monde, mais on s'en fiche. Mais voilà, quand je parlais d'intelligence émotionnelle, par exemple, ben, ça va tellement m'intéresser que je peux pas m'empêcher d'écrire quelque chose dessus, mais je veux que ce soit quelque chose qui soit comment dire, intéressant à lire pour les autres. Donc moi, j'aurai ma manière, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, mais je suis pas écrivain, en fait. Ouais, il faut que ce soit, j'imagine, accessible. Je suis pas journaliste ni rien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre cette passion, par exemple pour l'intelligence émotionnelle ou des choses comme ça. Voilà, je suis toujours plus intelligence émotionnelle qu'intelligence artificielle pour le coup, hein, mais c'est vraiment un monde génial. Et pour le diffuser au mieux possible, je me suis dit, bah tiens, là, je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle en me disant, tiens, écris-moi les 4 compétences de l'intelligence artificielle avec les 12 trucs qui vont derrière, etc. Sauf qu'à un moment donné, il bug. Les ressources, elles sont pas assez précises ou quoi que ce soit, et moi je le vois parce que je suis non, ça c'est pas dans l'intelligence émotionnelle, c'est dans autre chose. Ouais, mais donc, ça parce que tu as une vraie connaissance là-dessus, donc tu te fais pas avoir par rapport à ça. Voilà, exactement. Et donc je pense que ça aussi intéresse les gens parce qu'on n'est pas dupes. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on utilise tous l'intelligence artificielle, mais on voit quand même qu'il y a des différences, et même par rapport à la source, d'où ça vient. Les gens, ils vont le voir, tiens, ça vient de Ondoan chez Pure Team, c'est quoi? Bah, c'est un mec qui est spécialisé dans les relations, les comportements, etc. Donc, il parle de ça, c'est normal. Il fait pas ça pour faire vivre son site internet, il parle de ça parce qu'il adore ça, quoi. Et donc, naturellement, ça te donne une prospection. Oui, mais de toute façon, c'est une manière de prospecter. Hein. Que moi, je prospecte pas, du coup, parce que je parle d'un truc que j'adore, donc j'aime bien, j'écris dessus, je le fais vérifier par Monsieur IA, s'il veut. Et que moi, je revérifie quand même beaucoup derrière avant de retransmettre. Mais je cherchais des images. J'essaye de prendre aussi quelques storytelling aussi pour expliquer un petit peu aux gens. Parce que des fois, j'ai tendance à partir un peu loin. Et des fois, juste une petite histoire, ça suffit pour expliquer là où on peut arriver. Et ça, c'est une prospection qui, pour moi, c'est dynamique, c'est active. Et au final, ça t'apporte que des gens qui ont envie de faire ce que tu fais. Ouais. C'est une super clientèle. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire que tu vas pas, toi, aller chercher à « tiens, je te veux, toi, je vais te chercher », c'est plutôt « je vais créer des contenus qui vont intéresser une audience, l'audience va regarder ». Alors, forcément, ça va être au bout de 1, 2, 3. Alors, c'est vrai qu'on te dit, la personne va s'intéresser vraiment à toi au bout de 7 fois. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est démultiplié, mais bon, dans l'idée, c'est ça. C'est vrai qu'ils vont regarder un article, un deuxième article, un troisième article. Ils vont déjà apprendre un peu à te connaître aussi, à découvrir ton expertise. Et à force de lire, on va dire, en fait, c'est intéressant ce qu'il dit, je vais aller pousser un peu plus loin le bouchon. Et c'est vrai que là, ils vont souvent aller sur le site internet, voir un peu ce que tu fais, ce que tu proposes. Et c'est vrai que c'est pour moi une méthode qui est un peu plus longue pour trouver des clients, mais ça marche. Et je me dis, pour des personnes qui sont plutôt sur un profil introverti, parce que je remarque souvent, tu as des personnes avec un profil introverti, ce qui était mon cas pendant longtemps, je n'osais pas me mettre en avant, j'avais peur, tu vois, d'aller voir les entreprises. C'est vachement bien parce que tu peux trouver des clients sans t'exposer, on va dire, de manière frontale, aller voir une entreprise, mais voilà, en publiant des articles de manière récurrente, alors ça peut être des articles, des podcasts, ce que je suis en train de faire là, des vidéos, ce genre de choses, et en plus tu fais quelque chose que t'aimes, donc tu prends normalement du plaisir à faire ça, et donc tu arrives à le faire sur la durée, et on sait très bien que récurrence plus durée, ça apporte forcément au moment des résultats, et donc des clients, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vraiment... On voit bien, de toute façon, sur les posts que je fais sur LinkedIn, qui ont des retours, bon, tu sais comment ça marche, avec les republications, les likes, les commentaires, etc. Moi, j'aime bien rappeler les gens ou leur dire juste, tiens, super, merci pour ton commentaire, ou tiens, j'ai vu que tu avais republié, c'est sympa. Et des fois, je prends juste mon téléphone, parce que je les ai en contact. J'ai pas tout le monde dans mon contact téléphonique, mais j'avoue, j'en ai quand même un bon paquet,
Parce C'est intéressant ce que tu dis là. Parce que moi, en fait, quand j'invite des gens, moi, j'ai pas la version pro de LinkedIn. Hein, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais qui demande énormément de temps, en fait. Ouais. Donc, pour l'instant, j'en ai l'utilité, mais j'ai pas le temps. Donc, voilà. Par contre, je prends le temps de renvoyer toujours des messages aux gens que j'ai pu inviter. Et ceux qui relike, qui republient, etc., des fois, je leur passe un petit coup de fil. Et je leur demande justement comment ça se passe pour eux, qu'est-ce qui va bien chez eux, c'est comment l'ambiance au travail, comment ils font pour travailler tous ensemble, est-ce qu'il y a de l'intelligence collective en place. Et en fait, c'est comme ça que je prends des contrats. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est t'as une personne, elle va liker ton post et limite elle va mettre un commentaire ou repartager. Et donc tu sais que là il y a potentiellement un intérêt venant de sa part parce qu'elle a repartagé. Et donc toi, là tu dégaines ton téléphone, tu les appelles et ah bah super, merci, et t'enchaînes sur un peu comment ça va, blablabla, l'entreprise, est-ce que la cohésion, c'est super intéressant, je trouve que c'est une super méthode, je trouve que c'est hyper bien parce que du coup tu te sens pas en mode je vais l'appeler, il va pas savoir pourquoi, là tu l'appelles parce que justement il a fait une action, donc entre guillemets il s'attend à ça, entre guillemets, en tout cas tu l'appelles pas juste comme ça. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus facile, en fait. Ouais, je t'appelle, t'as vu, t'as republié mon article, tiens, qu'est-ce qu'on t'en a pensé? Et toi, comment alors ta boîte, comment ça va la cohésion? C'est un peu ça, voilà. Il y a... voilà, moi, c'est naturel de remercier les gens. Là, ils m'envoient des messages pour l'anniversaire, je réponds toujours merci ou quoi que ce soit. Je suis pas sur Facebook, pour moi-même, j'y suis juste pour le monde du théâtre et un peu cinéma, là. Mais... voilà, au moins c'est des vraies personnes qui t'envoient bon anniversaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc t'as plaisir à répondre à ces gens-là, et t'as plaisir à les appeler, mais j'attends pas forcément le jour de mon anniversaire pour les appeler. Moi, j'ai des gens tout le temps, donc ça fait partie de mon ADN. Maintenir une relation à long terme, c'est... j'ai aucun problème, moi, à m'arrêter devant chez quelqu'un, à sonner à la porte, dire tiens, salut, comment ça va? Ouais, bien sûr. J'ai plus de problèmes quand tu passes devant chez moi et je suis passé devant chez toi le jour et je vais te dire t'aurais pu t'arrêter. Oui, d'accord. Tu vois, moi je suis comme ça. Et puis j'aime bien être avec des gens. Je sais faire vraiment la différence entre le professionnel et le récréatif. Et c'est peut-être ça aussi qui me permet. Alors là, je suis moins indulgent peut-être, mais quand on fait de la cohésion d'équipe, on fait pas une soirée barbecue avec les collègues. Ouais. Ça marche, mais ça marchait en fait. Ça marche, mais pas longtemps. Et donc ce monde professionnel, moi, il m'aime bien aussi pour ça. C'est que j'ai tendance un peu à mettre les pieds dans le plat, si besoin, et à être assez, peut-être des fois, cadré ou carré, on va dire, sur les autres étapes de la prospection. Parce que là, on parle juste, en fait, de reprendre nos contacts et de lancer un intérêt commun. Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est comment on le suit. Ouais. Voilà. Et le seul conseil que je pourrais te donner sur la prospection, c'est que quand on relance quelqu'un ou quoi que ce soit, faut arrêter de le faire en voiture, faut arrêter de le faire en WhatsApp, on se pose, on est dans le bureau, on se pose un objectif par rapport à notre appel, on prend un papier, un crayon, et on voit si on peut aller vers cet objectif-là. D'accord. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner pour la prospection. Depuis que je fais ça, je prends des temps de réflexion à quoi sert mon appel. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir à la fin de cet appel-là? De prendre déjà, de me noter des petites choses pour me dire si j'ai ça, on est à peu près dans une bonne voie. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, pour prospecter, il y a tellement de manières avec les médias sociaux, etc., de prospecter, qu'il y a moyen de trouver du monde. Mais après, dans ce monde-là, qui j'ai besoin de voir? Si lui, je veux le voir, ou si lui, je veux l'intercepter, ou elle, etc., comment je m'y prends? On ne peut pas le faire en voiture en disant tiens, on est rentré en lien sur LinkedIn, est-ce qu'on pourrait se voir la semaine prochaine? T'as pas ton agenda t'as pas de notes, t'as rien. Enfin, c'est compliqué. Donc moi, ce qui m'intéresse, par contre, là, je suis vraiment, même avec Notion, etc., on peut faire des choses de suivi, bien, propre. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je fais. Clairement, c'est très rare quand je le fais en voiture parce que, par exemple, quand je fais un appel, j'aime bien enregistrer l'appel. Alors, la personne est au courant parce que, du coup, je donne à ChatGPT qui vient me faire une synthèse de l'appel. Et donc, l'avantage, c'est que quand je fais la synthèse, c'est quand je vais rappeler la personne une prochaine fois, en fait, je vais me souvenir parce que tu peux être en contact avec plein de personnes, c'est facile d'oublier même un petit détail, un petit élément.
bah là tu relis ta synthèse et tu te dis ah oui c'est vrai qu'elle m'avait dit ça, ah bah tiens quand je vais l'appeler. Et c'est sûr que quand tu fais ça en voiture, parfois elle va te dire un élément, c'est tout bête, mais bah là je pars 2 semaines en vacances à Bali, je vais faire ça. C'est tout bête, mais quand tu la rappelles et que tu l'as noté, et au fait Bali quand t'as fait ça, ah et tu sais c'est con mais elle se dit ah il s'est souvenu de ça, tu vois. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, je trouve mieux de se poser, effectivement de donner des objectifs et surtout moi d'enregistrer en prévenant la personne que tu enregistres, bien sûr. Et comme ça au moins tu peux ou prendre des notes, hein, ça dépend de chacun. Moi je sais que j'arrive pas à parler et prendre des notes en même temps, donc j'enregistre, je synthétise et comme ça au moins je sais que je sais où j'en suis pour la prochaine fois, je sais ce que je dois dire la prochaine fois, et donc ouais je te rejoins là-dessus, c'est hyper important. Voilà, mais c'est de la communication. C'est vraiment de la communication, de l'interaction. Et comme tu dis, bah, la personne, en plus, c'est même pas que tu lui donnes de l'intérêt, c'est que tu l'as écouté, tu as noté quelque chose qu'elle t'a dit, toi tu le ressors, c'est tout. Tu cherches pas à faire quelque chose avec ça, mais inconsciemment, ça porte de l'intérêt vers l'un et vers l'autre. Et voilà, ça c'est un petit conseil que je donne. Donc c'est papier, crayon, ou pour ceux qui ont des trucs pour écrire en digital, c'est encore mieux, mais voilà. Ouais. Ok, super. Eh ben écoute, on va finir pour cette deuxième partie. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ok, maintenant on passe donc à la dernière partie de ce podcast. Et c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que toi tu penses de la vidéo dans l'entreprise, que ce soit pour se faire connaître, pour faire connaître ses produits, ses services. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, que tu aimerais utiliser ou que tu n'utilises pas du tout? Enfin, tu vois, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi j'aime beaucoup l'aspect visuel en fait, Ouais. parce que je suis quelqu'un qui a besoin de voir pour comprendre. Dans mon apprentissage, forcément quand on fait des formations de formateurs, on sait aussi comment sont les différentes manières d'apprendre. Donc moi la vidéo, je compte m'en servir en plus, Okay. Je t'en avais parlé, pour pas forcément donner des trucs et astuces, mais pour avoir des ressentis de personnes après les sessions de coaching. Oui, des témoignages après coaching. Voilà, des témoignages où les gens ils vont parler de choses dont ils n'auraient jamais parlé une heure avant en fait. Et ça pour moi, je pense que c'est la meilleure pub qui puisse être, plutôt que moi j'intervienne et que je te dise tiens on va faire une session, un atelier là-dessus et puis tu vas me filmer. Ouais, parce que là en plus c'est le ressenti à chaud avec les énergies qu'elles ont, etc. avec le rendu là sur l'instant. Donc voilà. C'est puissant quoi. Voilà, c'est un peu la photo avant-après, parce que je pense que si tu viens et qu'on arrive à faire cette chose-là, tu vas pouvoir filmer les gens avant de commencer l'exercice, tu vas pouvoir les refilmer juste après, et petit à petit au déroulé de la journée, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Donc moi c'est un moyen et un support idéal en fait pour vendre entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, c'est comme j'ai pas de bouteille ou de quoi que ce soit à te présenter, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Pour en revenir dans mon ancienne activité, c'était quelque chose qu'on mettait petit à petit en place, notamment avec l'arrivée des drones et avec aussi l'arrivée des vidéos qui sont faites en rapide en fait. Ouais. Peut-être tu as déjà vu des trucs sur YouTube ou quoi que ce soit avec des chantiers, c'est pris en Oui, en stop motion. Voilà, et puis tu vois que ça va hyper vite, donc ça permettait aussi de voir des rendus. Après c'est un support médiatique idéal parce que les réseaux sociaux, tu as des vidéos de partout, tout le temps, tu as des petites vidéos. Après la publicité, ça dépend comment on se positionne. Ouais, des fois, il y a des publicités qui sont... elles servent strictement plus à rien. Moi, ce côté-là, podcast, interview, ça, je t'en avais parlé et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet aux gens de libérer des choses, de parler de choses sans les avoir préparées, en fait. Là, clairement, il n'y a rien de préparé. Non, je prépare. Tu vois, j'avais commencé à faire des questions au départ et en fait, c'est assez naturel, c'est au fil de la discussion. Et je trouve que du coup, les réponses et les questions sont vraiment... En fait, c'est comme quand tu vas boire un café et que tu parles de sujets hyper intéressants. T'as pas besoin de dire « Bon, attends, qu'est-ce que je vais lui poser ?» C'est instantané et du coup, c'est plus humain. Et je trouve que ce qui ressort est beaucoup plus profond, tu vois. Oui. Et puis, l'imprévu, c'est riche, en fait. Tu vois,
on peut partir sur d'autres sujets que ce qui était prévu initialement ou quoi au caisse. Après, voilà, il faut que ça reste dans ce cadre de moi du podcast voilà. qui est on découvre ton histoire, comment tu trouves tes clients et là, la partie vidéo, tu vois. Mais à part ça, je vais pas me. Il y a peut-être 2-3 questions que j'ai en tête, tu vois, si jamais la personne, elle sait plus trop quoi dire. Moi, je vais pouvoir me servir de ces questions, mais tu vois, tant que j'ai mes lignes directrices, ça me va, tu vois. Non, mais la vidéo et ce format-là, déjà, il est accessible à tout le monde. C'est pas forcément que le dirigeant que tu peux interviewer. Hein. Tu peux interviewer un comptable qui a envie de parler de son entreprise. Ouais, bien sûr. Et tu peux le faire chez eux. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Non, c'est pratique. Moi, je pense le refaire, soit ça, ou soit les shorts qu'on a fait Massif Vertical, voilà. Ouais, c'est bien, vous pourrez découvrir ça très bientôt. Voilà. Mais oui, on se reverra. Enfin, c'était plus ou moins prévu, mais faire des podcasts, parce qu'à la base, je devais les faire en Belgique en plus. Et c'est vrai, donc ça m'arrange si on peut commencer à en faire ici. Et il y en aura, que ce soit pour Andoan chez Pure Team, ou peut-être pour Trick Solutions aussi, pour la partie française, parce qu'on est en train de préparer en fait. La troisième formation que je vais commencer à monter, c'est la formation qu'on donne en Belgique et aux Pays-Bas sur le coach de coach pour apprendre à manier la méthode de Patrick Lencioni. Donc c'est quelque chose qui va être ouvert pour les formateurs, les coachs, peut-être des responsables ressources humaines ou des choses comme ça dans les entreprises, mais ils vont pouvoir utiliser l'outil de la méthode Lencioni, mais surtout savoir comment elle s'interprète, comment est-ce qu'on l'analyse et quels sont les exercices, les ateliers, etc. qu'on va mettre en place après analyse. Donc le test de cohésion d'équipe, il est sur le site internet, et ça, j'avais fait une petite vidéo, et pour le coup, ça fonctionne aussi, de filmer un ordinateur, ça marche aussi. On le voit bien hein, sur des tutos. Moi, ce que j'aimerais aussi plus tard, donc dans ces vidéos-là, c'est d'amener les ressentis des personnes. Et donc, cette nouvelle formation, je pense qu'on aura besoin de faire une vidéo. On pourra t'appeler. Très bien, je note. Et là, la question qui me vient, c'est justement si on revient un peu toi, ce que tu comptes faire, les vidéos avant, après, donc par rapport à ce que tu vas faire. L'objectif, c'est de les mettre où, ces vidéos, après, par la suite? Alors, généralement, quand on m'appelle, je fais ce qu'on appelle un intake, donc c'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la situation de l'entreprise. Et je travaille énormément avec j'ai beaucoup d'écoute active, et du coup je reprends beaucoup de ce que la personne va me donner, donc ça peut être ses termes, mais je vais aussi reprendre ses logos, ses polices, ses couleurs, pour lui faire sa proposition derrière. Et elle est structurée, la proposition, elle va d'un point A à d'un point B. Et donc les vidéos, elles pourraient me servir en plus à leur montrer ce que la personne ressent à la fin, quand elle fait ce genre d'atelier, ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ça permet de se projeter, c'est ça? Voilà, ça va permettre tout à fait de se projeter. Les mettre en ligne, ça pourrait être mis en ligne, mais plutôt sur le site internet. Pour aller voir, tiens, la formation communication, qu'est-ce que c'est? Hop, et là, tu serais venu filmer une journée, et puis quelques rushs de cette formation. Mais filmer un contenu de formation, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Non, bien sûr. Non, c'est pour ça que je te demandais juste par rapport à ces vidéos avant-après, comment toi, tu les intégrais un peu dans ta manière de trouver des clients. Donc toi, c'est plutôt quand tu es en échange avec un prospect et que tu vas lui faire un peu une propale, et tu vas intégrer ces vidéos dedans, et après mettre forcément sur la page qui va présenter la formation, tu mets justement ces vidéos, c'est un peu le classique, mais au moins ça permet d'appuyer un peu les résultats qu'on peut atteindre avec la formation, quoi. Oui. Bah, ce que j'attends aussi, c'est le métier fait qu'on est face à des gens qui ont des fois des mots qui sont pas faciles à exprimer ou à dire. Parce que quand ça se passe mal dans ton entreprise, t'as pas plus que ça envie d'en parler. Oui, bien sûr. Et quand tu vois quelqu'un d'autre, ou un dirigeant, ou même un salarié, ou un stagiaire en formation, qui a fait du coaching ou de la formation, et qui va exprimer ce qu'il a ressenti en faisant ça, en disant, en fait, on s'était fait un peu une montagne, ou alors on n'avait pas trop envie de retourner en formation, mais en fait, ça nous a servi de dingue. On l'aurait fait il y a 5 ans en arrière, mais on aurait dû le faire avant, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai à 100% des formations, des coachings, c'est
pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ouais. Ça, c'est c'est super retour qu'on a tout le temps. Mais que ce soit moi ou je pense d'autres coachs, hein, des retours. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit non, mais moi, le coaching, ça m'a pas servi, quoi. Ouais. Donc, c'est tout le temps des super retours. Et on avait imaginé des choses. En fait, c'était pas si terrible que ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, ça, ça. On a mis des choses en place. On sait qui fait quoi. On sait pourquoi on le fait. On sait comment on le fait. On sait quand est-ce qu'on va le faire. On a un timing. On va se respecter des choses. Lui, je peux aller le voir quand je veux. En fait, je pensais qu'il ne voulait pas, mais ici, mais c'est parce qu'on ne se disait pas les choses. Et j'ai dit, mais c'est vachement plus clair, en fait. Oui, c'est de la communication. C'est juste ça. Et donc, lorsqu'il y a une personne qui aime pas trop exprimer le fait qu'il y ait... l'autre fois, j'ai eu un chef qui est parti, et du coup, il y a toute l'équipe qui s'est dissoute. Ils sont tous partis avec lui, parce qu'en plus, il est parti à la concurrence, ou machin, etc. Enfin, ça arrive. Et là, tu te dis... tu vois quelqu'un qui parle et qui dit écoute, moi j'ai suivi ce coaching, j'ai suivi cette formation-là, on se connaissait pas plus que ça avant, même si ça faisait 4-5 ans qu'on bossait ensemble, et là on a tous l'impression de se connaître depuis 10 ans, et on va retravailler certaines choses ensemble. Je leur dis, bah voilà, là vous avez tout compris. Et en fait, quand on prend la pyramide de Lencioni, c'est ça, c'est la confiance, c'est la confrontation, l'engagement et comment dire, la responsabilisation. Au-dessus, il y a l'attente des objectifs, résultats collectifs. Et souvent, le dirigeant, il dit, ouais, donc là, on va voir, en gros, combien on va gagner, etc. Je dis, là, nous, on n'intervient plus, tu vois ce que tu veux. Mais là, je dis, à la limite, tout en haut, tu peux mettre ton barbecue. Parce que pour moi, c'est une célébration. Tant que tu vas arriver en haut de la pyramide, là, tu pourras applaudir. Ok. Voilà. Mais passe déjà tous les paliers, sachant qu'en France, bon, voilà, avec tout le retour qu'on a, le palier le plus difficile en France, c'est l'engagement. Parce que les gens pensent qu'ils se confrontent, mais en fait, non, pas tant que ça, quand on voit les notes. Et du coup, ça nuit à l'engagement. On voit bien que derrière, un responsable d'équipe, un manager ou quoi que ce soit, lorsque ça fonctionne, ça va, il y a tout le monde qui est avec lui. Lorsque ça ne fonctionne pas, il y a déjà moins de monde qui le suit derrière. Et voilà, quand il faut intervenir dans un comité de direction ou quoi que ce soit, et puis qu'on dit aux autres, bon, si je leur parle de ça, vous me suivez et que vous vous retrouvez tout seul. C'est quand même qu'il y a eu un loupé dans le débat ou dans la réunion de pourquoi on allait en parler, quoi, du problème. Ok. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci. On va passer à la dernière partie. J'ai quelques petites questions à te poser. Je les reprends sur mon téléphone. Ok, donc pour finir ce podcast, j'ai quelques petites questions à te poser. C'est quoi, genre, le livre, le podcast ou la ressource que tu recommanderais aux entrepreneurs, chefs d'entreprise qui nous écoutent ou qui nous voient, justement pour les aider à trouver des clients, tu vois? C'est quoi que toi tu pourrais leur conseiller? Ah, pour trouver des clients? Ouais, c'est vraiment l'idée du podcast, tu vois, donc si t'as des ressources, ce serait top, sinon, c'est pas grave. Hein. Enfin, n'importe quelle ressource, hein. Je t'ai donné des exemples, mais ça peut être autre chose. Hein. Ouais. Neil Rackman, je n'ai pas exactement le mot. Quelqu'un qui a... C'est quoi? C'est une personne à suivre? C'est une personne, en fait, qui a été chercher... je crois que c'est IBM qui a dû participer à son étude sur 12 000 personnes, sur je ne sais pas combien d'années, qui s'intéresse aux entreprises pour qu'on s'intéresse à elles. En fait, si tu es vendeur, avant de t'intéresser à l'entreprise pour lui vendre quelque chose, faut s'intéresser à elle en général. Et donc, du coup, voilà, c'est un monde d'intérêt mutuel. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est Neil Rackham ou Neil Rackman à vérifier sur et sinon, peut-être qu'il y a un article sur le site internet. Je suis pas sûr, mais peut-être. C'est quoi alors là, c'est un petit truc que j'aime bien faire. C'est quoi la question que toi, t'aimerais poser au pro... Alors, tu sais pas qui ça va être. C'est quoi la question que t'aimerais poser au prochain invité du podcast? Voilà. Question qu'on pourrait poser, donc en relation quand même avec la prospection, etc. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on mesure les impacts des réseaux sociaux. Ok. Donc tu veux que je demande comment lui il mesure les impacts des réseaux sociaux? Ouais, parce qu'on a beau se dire on veut être régulier, machin, etc. C'est toujours très difficile. Ouais. Et voilà, donc c'est un indice, quand même c'est une clé, quoi, la régularité. Donc ça joue dessus. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il en faut qu'un? C'est quoi l'impact quand on en a plusieurs? C'est quoi l'impact quand on en a un seul? Enfin, voilà, il y a tellement de systèmes, tellement d'algorithmes, tellement de choses. Alors, si c'est une personne toute seule, hein, je parle. Ouais, voilà, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact des réseaux sociaux? Parce que ça prend du temps. Ouais.
Est-ce qu'il faut y être? Oui. Combien de temps? Ça m'intéresse. Ouais. Ok, super. Et dernière question, bah, c'est simplement où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que j'en parle sur ton site, on peut avoir un test à faire. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, site internet, réseaux sociaux, et parler de ce test, que je me dis ça peut être intéressant que tu puisses en parler, quoi. D'accord. Alors, on peut me retrouver donc sur LinkedIn, c'est le réseau principal professionnel. Donc à Frédéric Bauger. Oui, voilà, Frédéric Bauger, qui parle de on-the-one chez Pure Team. Je poste très peu sur le nom de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est plus sympa de suivre quelqu'un. Ouais, bah, c'est un peu l'intérêt de LinkedIn aussi. Ouais, voilà. Donc l'entreprise, elle est liée référencée on-the-one chez Pure Team. Mais comme je travaille aussi de temps en temps avec Trick Solutions, je préfère qu'il n'y ait que mon nom. Comme ça, ça évite de faire des doublons, etc. et de polluer un peu la toile. Instagram, un tout petit peu, mais c'est plutôt quand je fais des photos avec les équipes. Ça, voilà, je trouve que c'est plutôt un réseau pour de la photo. Ensuite, moi, après, je donne de temps en temps des matinales ou des petites conférences ou des choses comme ça. Donc, bon, faut m'envoyer un message et puis savoir quand est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose. Il y a aussi des fois des lives sur... c'est relié via LinkedIn, mais pour expliquer qu'est-ce que c'est que la prochaine formation que je vais donner. Ok. C'est piqûre de rappel, en fait, et je pars toujours expliquer pourquoi je la fais plutôt que de vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Mais ça parle aux gens, donc ça c'est bien de le faire, et je conseille aux gens de se tester sur des petits lives et d'inviter des gens, mais même si c'est des copains, en fait, on s'en fiche, c'est juste habitué un peu à être face à un ordinateur avec d'autres personnes, et puis même si c'est des amis, au final ils vont se prendre au jeu, donc ne pas hésiter à le faire. Ensuite, en présentiel, quand je donne les formations, donc là c'est le 17 et 19 septembre à Anglette, juste derrière chez Marichou, là, au CER Mendibourg, là, où je donne la formation sur le communication management. Où est-ce qu'on me retrouve après? Le site internet. Donc, le test de cohésion d'équipe, c'est le test de cohésion d'équipe qui est issu de la méthode de Patrick Lencioni sur les 5 dysfonctionnements des équipes. Le site internet chez Pure Team. Oui, c'est chez pureteam.com. Voilà, ou sinon, il faut taper test de cohésion d'équipe sur internet, et je pense qu'aujourd'hui, on le trouve facilement. C'est un test où il y en a 3, mais il n'y en a que 2 qui sont vraiment actifs. Le troisième, ce que je disais, c'est qu'il est en mode prototype, donc on a tout ce qu'il faut, il est tout prêt, et il faut juste une petite machine derrière pour le lancer. Mais le premier, il est gratuit, parce que c'est un test individuel, et pour moi, il n'y a pas de bénéfice ou quoi que ce soit à faire sur le dos de quelqu'un qui a envie de savoir comment ça se passe dans sa boîte. Okay. Si demain, vous avez envie de savoir comment est-ce que vous vous sentez avec vos collègues, etc., vous faites ce test-là, et ça va vous sortir un rapport en PDF qui est gratuit, avec vraiment des questions. Je crois qu'il y a 37 questions à peu près, donc il faut prendre entre 5 et 10 minutes, au calme, tranquille, et vous faites ce test-là. Vous allez avoir un rapport sur comment ça se passe avec vos collègues, avec il y a du texte, il y a les notes de la pyramide, et voilà, pour moi, ça doit être gratuit. Ça devrait être gratuit, parce que ça permettrait aux gens de pouvoir se libérer un peu de certaines choses en répondant à une question. Tiens, est-ce qu'on ose dire des choses impopulaires pendant les réunions? Si tu as envie de dire non, tu mets non. Alors que si c'est ton patron qui te la pose ou quoi que ce soit, des fois tu vas dire oui, bon, de temps en temps, mais au final tu penses non. Oui, au moins là, il n'y a pas de... Chacun le fait de son côté, donc il peut vraiment être sincère envers lui-même. Ils font de leur côté. Moi, j'ai toujours un rapport de l'évaluation. Je crois que ça doit faire à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Que je reçois régulièrement des rapports d'évaluation. Je m'en suis même pas servi pour faire de la newsletter ou pour prendre les adresses mail et pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Ok. J'ai gardé un peu le truc, les gens ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Le seul moment où j'ai pu le faire, c'est où j'ai vu que le système, parce que du coup c'est biaisé, forcément il y a des gens qui en profitent, parce que je vois que la même adresse mail arrive, mais pas avec les mêmes noms. Donc là c'est quelqu'un dans une entreprise qui dit tiens, vous me faites tous le test, et puis après vous m'envoyez le rapport, comme ça je peux contrôler en gros. Donc, c'est tout l'inverse d'une prise de décision collective. Le contrôle, ça nuit à la confiance. Donc là j'ai envoyé un mail en disant bon écoutez, si vous voulez qu'on en parle, on discute, mais c'est pas comme ça que vous allez obtenir ce que vous voulez, le test ne sert pas à ça. Partons plutôt sur le deuxième test, donc c'est un test là qui est collectif, on peut inscrire jusqu'à 15 personnes. Ça vaut 180 €, mais pour les 15. Oui, donc c'est très accessible. Oui, sachant que moi, après, je passe 1 heure à 2 heures de débriefing avec la personne qui est responsable de la session, en fait. Ok. Donc oui, c'est peanuts, c'est histoire de dire que, voilà.
Mais encore une fois, c'était pour le rendre accessible à des configurations. Demain, il y a un restaurant qui m'appelle, on est 5, 180 €, 5 personnes, ça va pas le... Enfin, je veux dire, il va pas mettre la clé sous la porte, quoi. Oui. Et ça va lui permettre, nous, on est une région touristique, on sait bien qu'au mois de mai, ça déboule. Il faut mettre des équipes en place très rapidement. Et dès le mois de juin, c'est un peu le rush. Bon, voilà, s'ils veulent savoir comment va se passer l'ambiance dans le restaurant pendant juillet et août, on peut dès au mois de juin faire avec l'équipe qui est arrivée au mois de mai quelque chose. Ils font le test. Nous, derrière, on fait une petite journée collective pour essayer de mettre un petit peu plus de peps là-dedans. Mais déjà, on sait d'où on part parce qu'on a des honnêtes, on a quelque chose. Sinon, ça prend 6 mois, 1 an. Ouais. Ouais, quand on sait pas d'où on part, on y arrive petit à petit. Mais c'est comme quand on rencontre quelqu'un, on a beau la connaître ou quoi que ce soit, quand on fait un profil de personnalité à côté, ce profil de personnalité-là aide beaucoup parce que la personne aussi le lit. Et si on s'y prend bien, moi, les profils de personnalité Discovery Insight sont relus en amont par un psychologue. Ok. Voilà. Et comme ça, on peut voir après si vraiment il y a un loupé, mais jusqu'à maintenant... Ça a été, quoi. C'est bien passé. Du bois, c'est bon. Donc voilà un petit peu là où on peut me trouver et on va, je pense, j'espère, peut-être me retrouver mais dans un autre système qui est plutôt côté artistique. Ok. Petit à petit là, parce qu'on vient de finir d'enregistrer avec un ami guitare-chant, un ami avec qui je fais du théâtre aussi. Et ça va être diffusé sur des plateformes petit à petit, je t'en reparlerai. Ok. Ça sera annexe aux professionnels, mais mine de rien, c'est une super relation que j'ai aussi avec quelqu'un, et donc ça fait partie de mon univers. Ouais, bien sûr. Et au final, des fois quand j'en parle, t'imagines pas le nombre de musiciens que j'ai pu rencontrer dans mon métier, quoi. Ok. J'ai des guitaristes, des chanteurs. Ouais, ça crée des vraies connexions. Ça crée des vraies connexions. Parler de vos loisirs, il n'y a rien de mal à ça. Donc j'ai rencontré des gens, tu vois la planche, donc surf, ok. Sans te mentir, on a fait des réunions dans l'eau. Oui, tu m'en avais parlé à l'époque, ouais. Et ça, je trouve ça trop bien. Avec, il y avait le client, la personne qui m'avait prescrite et moi. On s'est retrouvés par hasard, en plus, c'est ça le pire. Hein. Ouais. Et on discute. Bon, on discute pas forcément de boulot, mais voilà, c'est... Faut pas hésiter à parler de ses loisirs, de ses passions, au travail. Ouais. Ok, super, merci beaucoup d'avoir participé au podcast L'Odyssée des opportunités. Merci beaucoup et nous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Je vous souhaite d'aller pour le mieux et à très vite. Salut merci Frédéric. Merci Aurélien, salut. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.